La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, doit affronter un grave conflit d'Emmanuel Macron avec le corps diplomatique. Salut les amis et bienvenue sur Malikoura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. L'Afrique est sans doute le dossier le plus sensible. C'est peu de dire que Jean-Yves Le Drian a laissé sur le bureau qu'il vient de quitter des bombes à retardement. En 5 ans, le désormais ancien ministre des Affaires étrangères en duo avec le président de la République a réussi la prouesse de porter le rejet de la politique française en Afrique à un niveau stratosphérique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, plus rien ne va. Les populations sont vent debout contre la France, comme l'ont encore démontré les dernières manifestations violentes, qui s'en sont pris aux entreprises et aux drapeaux français dans la capitale tchadienne, mais aussi à l'intérieur du pays, à Abéché. Après chaque événement, de plus en plus fréquent, un peu partout au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, les autorités françaises pointent un doigt accusateur vers la Russie. Paris a trouvé un bouc émissaire idéal qui lui permet de rester dans le déni, de ne pas faire son introspection, même si sans conteste, le Kremlin joue habilement sur les failles et sait profiter des erreurs commises. Le Sahel à volo. Le dossier le plus épineux reste bien évidemment le Sahel. Dans l'attente des législatives, Emmanuel Macron reste totalement muet et évite consciencieusement tous les sujets qui pourraient lui nuire. À quoi ressemblera le deuxième quinquennat dans la région? Va-t-il une nouvelle fois laisser l'armée française monter seule au front et continuer sa politique du tout sécuritaire? Ou mettra-t-il en place une véritable stratégie avec une vraie vision? La question reste entière. Hormis réagir au coup par coup à chaque accident de parcours, le chef de l'État ne s'est plus prononcé sur cette question depuis l'annonce en juin 2021 de la fin de Barkhane. Autre sujet d'interrogation, le Quai d'Orsay reprendra-t-il toute sa place dans la gestion du Sahel ou celui-ci restera-t-il dans les mains de l'Élysée, de ses conseillers et du chef d'état-major? En tout état de cause, la nouvelle stratégie de la France dans la région ne devrait pas être déclinée avant le 19 juin, date du deuxième tour des élections et ce malgré les urgences. Selon Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, 7,5 millions de Maliens soit un tiers de la population a besoin d'aide et seulement 11% des besoins sont financés. La situation est identique au Burkina Faso qui en plus doit faire face, comme nombre d'autres pays, à une inflation record. Sans parler évidemment des problèmes sécuritaires et politiques. Le Service européen pour l'action extérieure, SEAE, s'interroge dans une note publiée le 31 mai sur « le double jeu » que pourrait jouer Ouagadougou. Il craint que la junte au pouvoir ne suive l'exemple de celle de Bamako en faisant appel aux mercenaires de Wagner. L'erreur rwandaise. Autrefois très actif, Emmanuel Macron se montre très effacé sur le dossier libyen où il est vrai, il n'a connu aucune réussite. Malgré tout, la France continue à croire aux formules magiques et plaide, comme un mantra, aux Nations Unies, pour la tenue d'hypothétiques élections. Sans progrès sur ce front-là, difficile d'obtenir des améliorations dans la bande sahélo-saharienne. Les décisions peu judicieuses prises lors de son premier quinquennat peuvent aussi avoir un effet boomerang. Il en va ainsi du rapprochement avec Paul Kagame, qui risque fort de devenir un allié très encombrant. Avec la reprise de des affrontements dans le Kivu entre l'armée congolaise et la rébellion du M23, un mouvement soutenu par Kigali, les relations entre Kinshasa et le Rwanda sont électriques. C'est tout un peuple qui est debout pour dénoncer les exactions et les agissements de leurs voisins. Jamais Kagame n'a été aussi conspué en RDC, y compris par les autorités. Si ce président continue d'avoir le soutien de quelques-uns de ses homologues, cela peut ne pas durer. Qui soutiendra ce chef d'État aura 100 millions de Congolais francophones contre lui. À l'impossible nul n'est tenu. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale en passant par le Maghreb. On se souvient des franches hostilités qui ont ponctué le premier mandat d'Emmanuel Macron avec l'Algérie. Celle-ci serait en passe d'être réglée si l'on en croit le message du président Tebboune lors de la réélection du président français. Bonne nouvelle, mais cette fois c'est avec le Maroc que les relations sont devenues glaciales. Plusieurs dossiers sont sur la table, celui des visas, du Sahara occidental mais aussi des histoires d'espionnage après le rapprochement de Rabat avec Israël. Selon le journaliste Georges Malbruno qui cite un agent de la DGSI, que des éléments de la diaspora marocaine en France servent de sous-traitants au Mossad israélien, ça ne passera pas. En conclusion, ce quinquennat qui commence risque d'être long, pour les journalistes comme pour les diplomates, l'un d'eux s'exprimant de manière anonyme, on veut un outil diplomatique permettant de tenir notre rang. Or on a l'impression d'être déconsidéré, de ne pas avoir les moyens nécessaires. Quels sont les grands succès de notre diplomatie depuis la COP21 en 2015? Rien. L'on se rappelle que l'imam Dicko a été l'un des acteurs de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta alias Ibeka.
c'est lui aussi qui était le meneur des grandes manifestations qui ont conduit à sa chute. Depuis l'isolement du Mollah de Badalabougou par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le torchon semble être brûlé entre le locataire de Koulouba et l'imam Mahmoud Dicko. Le jeudi 26 mai 2022, l'autorité morale du M5 RFP est sortie de son silence. Le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants, je le dis bien arrogants, et la communauté internationale par leur orgueil pense qu'on doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler, dénonce l'imam Dicko, devant des membres du gouvernement et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Avant de s'indigner, le peuple malien est menacé dans son existence. On est là en train de faire de la surenchère sur quand est-ce qu'il faut faire des élections? Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? 18 mois, 20 mois, 30 mois? Mais écoutez, respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici. Je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave. La réponse de celui qu'il qualifie comme son imam et son père n'a pas tardé. Il s'agit du shérif de Nioro. Partout, dans le monde, les dirigeants se font toujours respecter à travers les pouvoirs qu'ils détiennent. Aucun pays n'aime être humilié ou vilipendé par une autre puissance quelconque, quelle que soit la richesse ou la diplomatie de cette dernière. Moi, Bouye, ma position reste intacte face à ces dirigeants tant qu'ils continuent à sauver l'honneur et la dignité des Maliens, réagit le shérif de Nioro, Bouye Haïdara. Selon lui, les Maliens ont été humiliés aux yeux du monde entier à travers ses propres dirigeants. Aujourd'hui, notre pays connaît un régime militaire qui donne un nouvel élan et une nouvelle dignité à son peuple. Raison pour laquelle je réitère, une fois de plus, mon soutien et mon accompagnement à cette transition, et je demande à mes fidèles et sympathisants de soutenir cette transition. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.